Alors, je vais maintenant demander à René Ricol de me rejoindre sur scène. Merci de l'applaudir. Merci de vous installer, René Ricol. Alors, vous êtes ancien commissaire général du commissariat à l'investissement, associé fondateur de Ricol Lasterie, également ancien président de l'IFAC. Vous aviez déjà pris la parole sur le moment de la crise des subprimes, hein, vous l'aviez prévu. Vous conseillez aujourd'hui donc des dirigeants de grandes entreprises. On va parler évidemment des nouveaux enjeux stratégiques des dirigeants d'entreprise, des directeurs financiers. Aujourd'hui, on le sait, hein, il faut vraiment être intégré dans cette équipe de direction, fournir, on l'a vu avec Bruno Mettling, des indicateurs avancés sur l'état de ces entreprises. Comment est-ce que vous voyez les choses, vous, avec votre regard justement d'expert? Avant de les voir, d'abord, c'est un métier de plus en plus compliqué, Bruno, c'est vrai. Directeur financier, quand on a... Je vais faire attention. Merci, vous m'aidez heureusement de le mettre. Non mais, quand on a commencé notre carrière, Bruno est plus jeune que moi, mais c'était assez facile, en réalité. Et c'est vrai qu'on sortait un bilan, on faisait des prévisions, on ne se posait pas des problèmes de compliance, qui sont juste épouvantables, des problèmes environnementaux. Et les choses étaient assez simples. Je vous rappelle que il n'y a pas très très longtemps, c'était une révolution que d'avoir des systèmes d'information autonomes dans les entreprises. Autonomes. Donc, on a une révolution qui est considérable. Oui, les choses vont très vite aujourd'hui, hein. Voilà, on voit bien. Donc les choses s'accélèrent. Et du coup, comme les choses s'accélèrent, j'aime bien ce qu'a dit Bruno, parce que il y a derrière tout ça le fait qu'il faut prendre le temps à réfléchir à son avenir. C'est pas le grand soir. Celle ou celui qui ici dirait, comme tout change, je vais aller très vite, là je crois que c'est une erreur. Quand la situation est importante et urgente, il est urgent d'attendre et de faire les choses progressivement. Qu'est-ce qui est nouveau ? Ce qui est nouveau, c'est que la fonction du directeur financier devient une fonction managériale, plus qu'elle ne l'était avant. C'est pas simplement celui qui va éclairer, c'est celui sans lequel le dirigeant ne pourra plus fonctionner. D'ailleurs, il y a une révolution derrière tout ça, c'est que les grands patrons, comme on le disait autrefois, c'est une notion qui n'existe plus. Il n'y a plus de succès avec un grand patron. Il y a un succès avec du grande équipe. Il faut beaucoup de monde autour de la table, il faut des compétences et ces gens travaillent ensemble. Il est devenu un élément essentiel parce que, je vais donner un seul exemple, il doit se dire je dois améliorer ma rentabilité. Mais s'il tire trop sur les délais de paiement, pour prendre juste un exemple, c'est-à-dire s'il pousse trop à la fonction achat à être efficace et à ce que les délais soient les plus négociés les plus longs possibles, il peut avoir un retour qui soit brutal, des condamnations. C'est un micro-sujet par rapport aux centaines de sujets qu'il doit traiter. Donc la vraie question qui se pose aujourd'hui, c'est comment je réorganise ma fonction. Et pour reprendre encore ce que disait Bruno, qui était très juste, le rôle des collaborateurs vont changer. Et donc c'est comment nous les redéployons. Je ne suis pas forcément favorable au fait qu'on se sépare de gens, mais par contre je suis favorable au fait qu'on forme des gens pour des fonctions nouvelles. Donc comment on se redéploie? Et c'est assez simple dans les grands groupes, parce que les grands groupes sont des paquebots quand même. Je veux dire, Orange, avant qu'Orange coule, il va falloir vraiment mettre beaucoup d'efforts et de génie. Mais il y a ici des gens qui sont dans les entreprises de taille moyenne, dans le SBF 120, avec moins de moyens, moins de facilité. Et là, c'est plus compliqué pour eux, donc. Et là, c'est plus compliqué pour eux. Et je vais prendre un exemple, qui est un exemple qui concerne toutes les entreprises en ce moment, qui est le respect de la loi Sapin 2. Je ne dirai pas ce que je pense de la loi Sapin 2. Bah voilà. Si, allez-y. Non, mais oui, c'est ça. Avec ça, vous êtes sûr que toute personne dont on décide qu'elle veut aller passer quelques jours en garde à vue, c'est assez facile. Voilà, donc c'est un truc qui est... Voilà. Mais qui fait gagner beaucoup d'argent aux avocats, aux auditeurs dont je fais partie. On est très contents. Il faudrait 4 Sapin 2 et on fait fortune. Mais je prends juste cet exemple. Et le rôle du directeur financier, quand il regarde Sapin 2, parce que Sapin 2... ce sont des conditions très claires et qui concernent au premier chef. Hein. Lutte contre la corruption et le blanchiment d'argent. C'est-à-dire qu'on parle de monnaie. Et quand on parle de monnaie, on parle de finance. Ça veut dire qu'il faut là aussi qu'ils prennent une fonction de recul et qu'ils disent c'est quoi les grandes orientations. Alors dans un grand groupe, on met un patron de la compliance, de la conformité, voire plusieurs, et on fait des choses comme il faut. Dans une entreprise de taille moyenne, c'est plus compliqué. Et en même temps, il y a les vautours qui sont là pour faire des cartographies de risque, pour faire tout ce que vous voulez. Et il faut faire attention aussi parce que il faut que le directeur financier sache avoir une vision en disant j'adapte le coût
de la réponse à l'interpellation qui est Sapin 2, en réalité, à mes capacités financières. Donc, mon premier élément, c'est qu'on est dans une fonction qui est très difficile. Le deuxième élément, Bruno en a parlé, et là, c'est quelque chose qui, pour moi, est assez surprenant, en vérité, parce que je suis quand même fondamentalement comptable. Les données du passé ne servent plus jamais à interpréter l'avenir. Regardez ce qui se passe avec les analystes financiers. Et du coup, je trouve qu'il y a à la fois le bon exemple et le mauvais exemple. Quand je vois les shorteurs, je vais prendre le cas de Casino parce qu'il est connu, et vous avez Moody Waters qui, au même moment où il emprunte des titres pour shorter, il vous évalue la valeur d'une action à 6,09 €. Il est précis, hein, c'est pas 6,08 €, c'est 6,09 €. Quand je lis les expertises financières faites par des gens sérieux, on est en valeur intrinsèque à 100 €. Donc là, vous avez quelqu'un qui se déconnecte complètement, et dans les grands groupes, c'est un enjeu. Les analystes financiers peuvent se déconnecter complètement de la réalité de l'entreprise. Alors Bruno, il ne visait pas ça quand il parlait évidemment de regarder l'avenir. Il parlait du fait que dans l'entreprise, comme les données bougent, il faut arriver à objectiver ce qui peut se produire quasiment en temps réel et dans le futur. C'est-à-dire que on n'a plus le temps de se dire je sors mon bilan 4 mois après la fin de l'année, avec tout ça, je sors mon budget en même temps et j'ai le temps. Non. Il y a un phénomène de rapidité qui se passe. Mais on est aidé aussi par tout ce qui est numérique, justement, pour faire ça. Alors, on est aidé par ce qui est numérique. C'est beaucoup d'investissement et c'est beaucoup de temps. Et encore une fois, moi, je peux dire que chaque fois que j'ai vu des grandes banques faire des révolutions informatiques pour intégrer des nouveautés, pour aller vers plus d'intelligence artificielle, Bruno, qui aussi a cette expérience-là, saura que il y a des fois où on se fait peur, parce que c'est pas facile. Et dans la petite entreprise, l'entreprise moyenne, il y en a dans cette salle, c'est des choix qui peuvent être extrêmement coûteux. Donc c'est vrai qu'il faut intégrer, et il faut le faire avec prudence. Donc le métier devient plus compliqué. Et si je peux donner un conseil, c'est de se faire aider quand on est dans les petites entreprises. Dans la grande entreprise, encore une fois, il y a toutes les compétences. Dans la petite entreprise, la moyenne entreprise, ce qui est dangereux, c'est de vouloir faire tout seul. Et donc, il faut choisir les bons conseils pour se faire assister. Oui, parce que vous parliez des normes, il y en a énormément, et justement, ça rend les choses de plus en plus complexes. Vous parlez de compliance, de conformité, et aujourd'hui, ça évolue très vite là aussi, par exemple. Il y a quelque chose qui est assez fou. Par exemple, si je prends les banques, vous avez aujourd'hui 4 régulations qui s'appliquent aux banques, dont 2 qui sont contradictoires. Bon, alors, bonne chance pour le directeur financier. Mais en même temps, s'applique à quasiment maintenant toutes les entreprises d'une certaine taille, en tout cas toutes celles qui sont cotées, s'appliquent les normes IFRS. Nicolas Sarkozy disait à juste titre Bac plus 27, je suis assez d'accord avec lui. Ce qu'il y a de surprenant, c'est que, et c'est un enjeu formidable dans la communication avec les investisseurs, avec tous ceux qui peuvent s'intéresser à l'entreprise, les bilans sont devenus incompréhensibles. Les bilans sont devenus incompréhensibles. Je pense que j'ai chez moi parmi les meilleurs experts en normes IFRS. Pour comprendre un bilan, honnêtement, on se pose des questions et on peut tirer toutes les conséquences qu'on veut, mais les bilans sont devenus complètement incompréhensibles avec des normes qui sont mal interprétées. Vous savez, il y a une quinzaine d'années, j'avais fait une étude avec le forum, qui à l'époque s'appelait le Forum de la stabilité financière, et avec le vice-président de la Réserve fédérale américaine. Et on avait regardé une norme IFRS. Très intéressant, on va revenir tout le monde. Alors, il y avait à la fois des grandes entreprises, il y avait à la fois des régulateurs, il y avait à la fois des grands cabinets d'audit. Et on s'est rendu compte d'une première chose, elles sont toutes écrites en anglais, mais en réalité, certains des termes ne sont pas traduisibles en espagnol ou en français, en chinois, je ne sais même pas dire, voilà. Donc d'abord, il y a un problème de compréhension de la norme. Deuxièmement, personne n'est jamais d'accord sur la norme. Donc c'est déjà un long moment pour se mettre d'accord au sein d'une entreprise ou au sein d'un cabinet sur comment on interprète la norme. Puis si possible au sein d'un pays. Et donc vous avez une accumulation de normes qui en réalité deviennent incompréhensibles. Je vais donner un exemple parce que ça va sortir là, ça y est, on y est. On va maintenant vous dire, quand vous louez, en réalité vous traitez votre location d'immobilier comme si vous étiez propriétaire. Donc vous mettez à l'actif la valeur du bien et au passif l'équivalent d'une valeur de dette. Enfin, dites-moi, sauf pour quelqu'un qui est raisonnablement
formés, mais même très bien formés, et qu'il y ait un bilan, un particulier, on parle de tous les particuliers qui vont investir dans les entreprises en ce moment, il faut quand même lui expliquer, quoi. C'est quand même pas d'une simple publique. Et à quoi ça sert? Parce qu'en réalité, on va donner une information qui est fausse. On n'est pas propriétaire, on n'a pas de dette, mais on a un loyer sur une durée déterminée et avec un moment où on peut partir. Donc on est en train de partir d'un système dans lequel on donne des informations fausses. L'enjeu de la direction financière aujourd'hui dans la communication avec les tiers, ça va être d'imaginer des chiffres clés qui sont parlants. Et bien ce qu'on dit pour l'intérieur de la maison, c'est vrai pour l'extérieur. La question que doit se poser le directeur financier, il y en a deux finalement. Un, comment je donne des informations, je laisse de côté les obligations, comment je donne des informations qui permettent au management de l'entreprise de savoir où il va et de savoir ce qu'il doit faire, et comment je donne des informations au tiers à l'entreprise qui soient compréhensibles et facilement assimilables. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est comment je fais en sorte qu'on respecte la multitude de règles qui s'impliquent à moi. Et celles-là, plus on va les automatiser, mieux on va se porter. Oui, d'autant qu'il y a de plus en plus d'enjeux, par exemple pour le développement durable, il y a davantage de normes à intégrer, enfin pour les entreprises justement, donc ça fait encore, on va dire, un cran de plus à prendre. Alors d'abord, le développement durable, c'est quelque chose qui est compliqué, parce qu'on a tendance en France à penser que le développement durable, c'est uniquement une question qui concerne le climat et qui concerne en réalité l'environnement. Il y a les inégalités sociales aussi. Il y a le deuxième pan de ce qu'on appelle en anglais la sustainability, qui est en réalité l'épanouissement des personnes, à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise. Ce qui veut donc dire, et on revient toujours sur ce sujet, dans un monde qui change beaucoup, on ne peut pas s'abstraire de cette question. La parité, l'intégration, beaucoup de choses qui sont bon, vous savez, la parité, tiens, je peux vous dire un truc sur la parité. Non, il y en a pas. Voilà. C'est quand même un des trucs les plus cons que j'ai jamais vus, quand même. Parce qu'il faut être expert comme je le suis. On a décidé qu'il fallait faire 50-50. Moi, je veux bien. Mais pour raconter une petite histoire, chez moi, j'ai plus de femmes associées que d'hommes. Et moins d'associés gérants femmes que d'hommes. Pourquoi? Parce que quand on a proposé à un ensemble de femmes de dire vous voulez pas devenir associée gérante, elles ont dit vous plaisantez quand même, je m'occupe aussi des enfants. Il y a un petit côté, c'est comme ça, moi j'y peux rien, c'est factuel ce que je dis. Et on aurait pu faire une parité intelligente en disant il faut un tiers d'hommes, un tiers de femmes, un tiers de jeunes ou un tiers de vieux, je vais dire maintenant c'est encore mieux, enfin bon. Mais pourquoi se forcer à faire des choses? On est, nous quand on est expert indépendant, donc tous les gens qui ne sont pas indépendants dans le board, ils sortent. Ça peut vous donner des résultats surprenants si vous voulez. Hein. Vous pouvez finir pour décider d'une très grosse opération de fusion avec un vieillard Kakoshim, ou avec une jeune femme qui dit je suis venu là pour rendre service mais je ne sais pas vraiment pourquoi je suis là parce que ce n'est pas vraiment mon métier. Donc il faut faire attention quand on va trop vite. Bien sûr qu'à terme il y aura une parité complète, mais à vouloir accélérer les choses à toute force, on finit par faire des bêtises. Voilà, j'ai dit ce que j'avais envie de dire parce que c'est comme l'indépendance, oui, c'est comme ces règles qu'on met en permanence, c'est comme la loi Sapin 2. On met des obligations sur les entreprises qu'elles ne sont pas en état de pouvoir respecter de manière efficiente. Voilà. Et du coup, on va traiter de la même manière, il y a une forme d'injustice, si vous voulez. On va traiter de la même manière une jeune femme qui a envie de faire carrière, et puis une jeune femme que les chasseurs de tête seront allés chercher, et qui vient plutôt pour rendre service et pour entrer dans un conseil, notamment dans les entreprises familiales, alors que ce n'est pas ce qui l'intéresse, et qu'elle a envie de travailler, mais ailleurs, le conseil ne l'intéresse pas, ça ne l'amuse pas. Donc, faisons attention à ce que l'on fait. Mais revenons à votre question. Non, alors la question c'était sur justement donc ce côté développement durable. Vous disiez avec ces deux piliers, hein, évidemment il y a le climat et puis il y a toute la partie épanouissement personnel, parité, diversité, intégration. Et justement ce sont aujourd'hui des normes qui rentrent dans le fonctionnement de l'entreprise et qu'elles doivent respecter aussi. J'avais réagi sur la parité parce que dans le développement durable il n'y a pas la parité. Il y a l'épanouissement des personnes. Et l'épanouissement des personnes c'est éviter les effets de mode. Éviter les effets de mode. Qu'est-ce qui permet à un jeune papa, à une jeune maman d'être épanoui dans l'entreprise? C'est une question qui se pose. Une question de RH, pas une question de directeur financier, évidemment. Mais le financier, il est concerné parce que tout ça peut avoir un coût. Et vous allez découvrir qu'il y a des cas de figure dans lesquels vous avez un jeune papa ou une jeune maman qui dit « Moi, ma priorité, c'est de profiter des premières années de mes enfants. » Comment on s'ajuste à ça? Voilà. Ensuite, comment on les aide à évoluer? Ensuite, comment on prépare les gens à ces révolutions dont parle Bruno à juste titre? C'est complètement dans le développement durable. Évidemment, on a bien vu qu'il y a eu, dès qu'il y a un cas
de suicide, les dirigeants sont mis en cause et regardés. Mais le monde est violent pour les gens en ce moment. L'intervention du numérique est violente. Moi, j'ai un ami qui est formidable, qui était patron des eaux et forêts. À un moment donné, on dit il faudrait que tout le monde ait son ordinateur, tous les gardes forestiers. Et puis il a arrêté assez vite, parce qu'il s'est rendu compte qu'il allait vers des drames humains. Donc on ne peut pas dire tiens, ça va se passer comme ça, puis demain matin, ça va se passer comme ça. Ça dépend aussi des activités qu'on fait. Ça dépend aussi de ce que l'entreprise fait. Mais je voudrais rajouter un point qui, pour moi, est très important dans l'équipe, je crois, que fait aujourd'hui le directeur financier avec le directeur général et avec, évidemment, les directeurs du marketing, de la production, qui sont tout à fait essentiels. La réalité, il faut choisir, dans le monde qui bouge très très vite, il faut choisir son positionnement. Nous sommes dans un monde qui se globalise. Si on dit qu'on s'intéresse à l'Afrique, par exemple, il y a des conséquences. Il faut savoir si on est apte à le faire. Donc, le positionnement stratégique, c'est la première question qui doit se poser pour une entreprise. Quand je discute avec mes collègues experts comptables, je leur dis, vous avez le choix entre deux choses. Ou une image de notoriété ou une image de marque. Une image de marque, vous pouvez entrer dans un système d'approche mondiale. Une image de notoriété, ça veut dire que vous cherchez une clientèle de proximité. C'est légitime, hein. Il y aura dans l'économie de demain, il y aura toujours des niches, mais faire le choix de ce qu'on veut faire, hein, et ne pas aller partout où va tout le monde nécessairement. Il y aura toujours de l'intelligence artificielle, il y aura toujours du numérique, il y aura toujours des nouvelles règles de régulation. Il y en aura même de plus en plus. Il y en aura plus, mais il faut déjà choisir la stratégie de l'entreprise. Quand j'étais médiateur du crédit, j'ai vu arriver beaucoup d'entreprises qu'on a pu sauver, mais ce qui m'a frappé en réalité, c'est que beaucoup d'entre elles ne venaient pas en raison de difficultés nouvelles avec les banques. Il y en a beaucoup qui avaient des difficultés plus anciennes. Et la question de la stratégie et du positionnement, c'est quand même une question fondamentale. Qu'est-ce qu'on veut faire? C'est quoi notre plan d'entreprise? Où est-ce qu'on veut aller, tous ensemble? Et puis après, il faut s'ajuster en temps réel parce que, ça a été dit, et c'est vrai, les choses bougent très très vite, donc il faut être très agile. Et donc le directeur financier, pour vous, il prend de plus en plus d'importance. Est-ce que c'est pas en train de devenir peut-être un directeur général adjoint? Enfin, son métier évolue en fait. Alors, encore une fois, moi je ne crois plus au succès du grand patron qui avait la vision et qui était le génie formidable. Voilà, bon. On en a quand même encore quelques-uns, hein, des capitaines d'industrie. On a des capitaines d'industrie, mais quand on regarde bien, ceux qui réussissent bien sont ceux qui s'entourent bien. Et ceux qui réussissent mal sont ceux qui ne s'entourent pas, ou qui ne savent pas s'entourer, ou qui ne savent pas faire fonctionner une équipe. Donc en réalité, ce que je dirais, c'est qu'aujourd'hui, une équipe qui fonctionne bien, c'est une équipe dans laquelle il y a un patron opérationnel. On va de plus en plus vers la dissociation des fonctions non exécutives, exécutives. Donc c'est un ou une directrice générale, accompagnée de directeurs généraux adjoints, et le directeur ou la directrice financière est un élément clé de cette fonction. Voilà. Et ça va demander une formation. Moi je pousse beaucoup les écoles à changer leur manière de faire. Je crois que dire aujourd'hui il y a des écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce, c'est plutôt pas mal si dans les écoles d'ingénieurs on fait aussi un peu de business. Et puis, j'en suis très fier parce que j'ai réussi à convaincre une école de commerce de le faire, c'est pas idiot si dans le cursus des jeunes on fait faire un petit diplôme d'ingénieur en même temps pour ceux qui n'ont pas une révulsion contre les maths et la physique, parce qu'ils vont mieux comprendre et mieux se parler. Voilà. Autrement dit, on a une équipe de gens, et c'est vrai que le directeur financier, ce serait dangereux de dire c'est l'homme clé, parce que le marketing est l'homme clé, évidemment, le RH est l'homme clé. Il est un des directeurs généraux adjoints, il est indispensable, et il doit être capable d'écouter les autres et de prendre en compte leurs contraintes. Alors on a des questions qui sont arrivées pour vous, René Ricol, pendant que vous parliez. Merci beaucoup donc de participer via Klaxoon. Est-ce que vous pensez que la direction financière se doit de passer d'une gestion plutôt statique à une gestion dynamique, sorte de comptabilité du flux de valeur basée sur l'esprit lean de performance? Oui, en tout cas, c'est vrai qu'il y a un côté plus dynamique dans l'approche de l'information qu'on doit donner. Il y a aussi un côté plus compréhensible. On n'empêchera pas les fous furieux des normes comptables de continuer. Moi, quand j'étais président de l'IFAC, j'assistais aux discussions et j'étais effaré, mais ça s'est encore aggravé, si vous voulez. Donc, il faut malheureusement se les coller. C'est pas tout à fait demain matin qu'on reviendra en arrière. Pour autant,
il faut les respecter, mais il faut aussi donner aux gens des éléments qu'ils comprennent. C'est pas vrai qu'avec des éléments qu'on sort basés normes IFRS, on va donner des éléments d'information utiles ni au management, ni d'ailleurs au tiers à l'entreprise. C'est même dangereux parce que je vous rappelle que les normes IFRS, elles sont basées sur le jugement professionnel. Donc à la même question, moi je vous apporte une réponse et son contraire. Dans le métier que je fais, si je dis les choses franchement, quand j'évalue une entreprise, je fais varier 2-3 appréciations IFRS, un peu louac, et je suis capable, si l'entreprise n'est pas moribonde, de vous donner une valeur qui valait de 1 à 4. Et puis vraiment, c'est pas difficile. Donc ça demande d'autres compétences. Et les autres compétences, on les cherche dans des choses concrètes. C'est quoi l'argent qui rentre, c'est quoi l'argent qui sort? C'est combien il faut investir, c'est qu'est-ce qu'on attend de ce retour sur investissement, c'est quoi le plan de transformation de ce que vont faire les femmes et les hommes dans des univers qui changent complètement, c'est quoi les investissements qu'on va faire en formation. Autrement dit, il faut arriver en parallèle de tout ce que l'on doit faire, qui sont des obligations administratives, il faut que ces obligations deviennent un sous-produit du vrai produit qui est l'information utile et efficace. Alors une autre question, donc très pertinente aussi. La complexité pour les PME réside aujourd'hui aussi bien dans l'évolution du monde que dans les changements de modèle économique. Comment est-ce qu'on arrive à gérer les deux à la fois, hein? Donc évolution du monde, changement de modèle économique. Parce qu'on voit bien l'évolution du monde aussi, il y a cette complexité. Pour les directeurs financiers, on est dans ce contexte de taux d'intérêt très bas qui est compliqué à gérer. Donc comment gérer les deux, hein? Évolution du monde, changement de modèle économique. Alors, vous avez donné un exemple, c'est toujours terrible de donner un exemple, Isabelle, parce que je dois dire que c'est la première fois pour beaucoup d'entre nous qu'on voit aussi longtemps des taux d'intérêt aussi bas. Voilà. Paul Volcker, avec qui j'ai beaucoup travaillé, qui est l'ancien président de la Réserve fédérale américaine, c'est lui qui a instauré l'autorité de la Réserve fédérale américaine, et c'est lui qui a instauré une espèce de contrainte sur les fonds d'investissement et sur les investisseurs pour ne pas faire n'importe quoi. La dernière discussion que j'ai eue avec lui, qui remonte à il y a 1 an, il était indigné par l'attitude des shorteurs qui mettent en péril des femmes et des hommes dans leur vie professionnelle. Voilà. Mais Paul Volcker, en réalité, avait une vision du monde qui était de dire il ne se globalise pas pour tout le monde. Ça, c'est la première chose que je veux dire. Il ne se globalise pas pour tout le monde. Là, je reviens sur mon point, qu'est-ce qu'on veut faire? Oui. Si j'ai une entreprise qui localement marche très bien, sur un marché qui marche bien, et je peux penser à une grosse entreprise paysagiste, est-ce que c'est absolument nécessaire, pour donner un exemple, est-ce que c'est nécessaire d'aller s'installer à Shenzhen, à Hong Kong? Je sais pas forcément. Oui. C'est un choix qu'on fait. Pourtant, on dit que l'évolution internationale est importante, l'export est important pour les entreprises quand même. Non mais, pas dans tous les domaines. Pas dans tous les domaines. Évidemment que personne ne pouvait imaginer que désormais on mangerait aux 4 coins du monde les mêmes Pizza Hut. Voilà, livrées sur les mêmes mobylettes. C'est des franchises qui se sont développées et c'est très bien. Mais le choix de ce que vous voulez faire est un choix essentiel. Ce qui est dangereux, c'est de dire on va exporter si en réalité on n'est pas très fort sur son marché et si on n'a pas une logique à exporter. Et donc tout dépend de l'activité qu'on fait. Donc c'est un premier choix. Sur la deuxième partie de la question, moi je crois au bon sens. C'est-à-dire que je dis finalement aux gens qui sont là, faites-vous confiance. Faites-vous confiance et ne laissez jamais sortir quelque chose avec lequel vous n'êtes pas confortable. Ne laissez jamais sortir une information avec laquelle vous n'êtes pas confortable. Vous êtes devenu un des éléments bien plus qu'avant clés dans ce monde très complexe de l'entreprise parce que chacun a ses fonctions, le patron de la production a ses fonctions, le patron du marketing a ses fonctions, le directeur général a ses fonctions, mais vous êtes les gens du faisable ou du pas faisable. Ça tourne ou ça tourne pas. Et c'est vrai que vous pouvez être aussi ceux qui en ce moment disent on peut prendre des risques d'endettement. Parce que les taux d'intérêt aussi peu chers que ça, avant de les retrouver, il va se passer du temps. Mais en même temps, pas forcément en allant racheter des entreprises à des prix fous. Ce qui me frappe en ce moment, c'est quand je vois tous les jeunes qui achètent à Paris de l'immobilier, parce que les taux d'intérêt sont quasiment inférieurs à 1%, et qui disent il n'y a pas de souci, et on monte maintenant à du 14, 16 000 du mètre carré dans tous les quartiers de Paris. On se dit on va... Il ne faut jamais oublier, c'est vrai à titre personnel, mais c'est vrai aussi dans l'entreprise, il y a le taux d'intérêt. Enfin, le principal, il faut le rembourser.
le principal, il faut le rembourser. Et là, pour vous donner un autre exemple des normes IFRS qui sont quand même absolument merveilleuses, quand vous êtes en perte, ben vous ne le savez pas, mais vous êtes en bénéfice si vous avez beaucoup de dettes. Parce qu'à la juste valeur, on évalue votre passif et on dit, ben, qui va acheter ce passif-là, de cette boîte qui est en train de sombrer? Ben, personne. Donc on dit, il vaut zéro. Ben, ça, c'est un bénéfice, évidemment. Voilà. Et vous le traduisez en bénéfice. Donc il faut faire attention, parce que c'est là où on voit qu'il y a un côté artificiel dans tout ce qui se fait. La directrice financière ou le directeur financier, c'est la femme ou l'homme du c'est faisable, on maîtrise le risque et on sait où on va. Voilà. Et qui va dire non, c'est très très bien, d'accord. On sort, parce que les banquiers, vous savez, en 2008-2009, ils ont sorti des résultats, des bénéfices. Les bénéfices étaient liés au dénotchage de leur passif. Il faut s'accrocher quand même. Donc, la réalité, c'est, il faut dire, n'oubliez pas qu'il faudra que les endettements qu'on fait, on sache évidemment les rembourser. C'est un métier formidable, directeur financier. À mon avis, vous pouvez devenir d'autant plus indispensable. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment un métier formidable, mais vous pouvez devenir d'autant plus indispensable que, à côté de ce contre quoi vous ne pouvez rien, c'est-à-dire l'augmentation des contraintes, l'augmentation des régulations, le côté complètement incompréhensible des normes comptables sur lesquelles il ne faut pas non plus perdre trop de temps, parce que finalement, au bout du bout, on pourra discuter à perte de vue, de savoir si on le prend comme ci ou comme ça. Vous devez, vous, sortir des éléments clés et qui permettent quasiment en temps réel d'ajuster la trajectoire. Voilà. Eh bien, René Ricol, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, merci de l'applaudir.